tchac, boum, tchac, tchac. Ah, viens, viens dans mon aéroplane. On dirait un oiseau. Boum, tchac, tchac. Ah non, mais ça va pas du tout. Bah, je trouve pas ça si mal pour une première fois. Oh, faut pas vous vexer, Madame Granny. Vous n'avez pas l'oreille musicale, je vous l'avais déjà dit. C'est pas votre faute, hein. Je t'emmène manger une gaufre Bof. avec du sucre. Non, merci, j'ai pas très envie. Ça va pas, t'es triste. Ton papy te manque. Tu veux qu'on en parle? Oh là là, on voit que vous avez pas vraiment l'habitude de consoler les enfants. Je vais bien, vous inquiétez pas, Madame Granny. Bah, c'est vrai que Papy Charlie me manque. J'aimerais qu'il soit pas resté avec Nasbrock. J'aimerais savoir comment on va le retrouver et... je dois vous le dire. Je vous en veux un peu parce que c'est de votre faute. Et qu'est-ce que je pourrais faire pour me faire pardonner? Je sais pas, une surprise. Mais pas une gaufre au sucre. Une surprise. Saperli devinette. Oh, j'ai trouvé. Amélia, sais-tu d'où vient ton prénom? Mais oui, bien sûr. Je dois mon prénom à Amelia Earhart, l'aviatrice. C'était l'héroïne de Papy Charlie. L'héroïne de Charlie. C'est tout ce qu'il t'a dit? Allez, mets tes chaussures, on va aller voir par nous-mêmes. Bienvenue dans les voyages d'Amélia au cœur de l'histoire. Épisode 10, à bord de l'avion d'Amelia Earhart. Direction le Pays de Galles, 18 juin 1928. 3, 2, 1... C'est parti! Là-bas, c'est Bury Port. On va avoir une très belle vue. Granny me montre un petit village de pêcheurs, en bas de la colline. Il y a quelques bateaux et des gens qui commencent à se rassembler sur le port. C'est dans longtemps? Ça va se passer où exactement? Et pourquoi il y a si peu de monde pour l'accueillir? C'est la première femme à traverser l'Atlantique en avion quand même. C'était prévu que l'avion se pose à Southampton, à 300 km d'ici. Mais il n'y avait pas assez de carburant pour aller jusque-là. Alors Amelia Earhart a prévenu par radio qu'ils allaient essayer de se poser dans le coin. Et elle va atterrir où? Elle va atterrir où? Je vois que tu ne connais pas très bien l'histoire de ton homonyme. Mon quoi? Ton homonyme, celle qui porte le même nom que toi. Arrête de poser des questions une minute et regarde l'histoire se dérouler sous tes yeux. Là-bas, dans le ciel, très loin, je vois un petit avion orange. Il suit la côte et vient vers nous. Il a 3 moteurs, un sous chaque aile et un sur le nez. En dessous de la cabine, il y a... Mais il n'y a pas de roue? Non, 2 flotteurs. Personne m'avait dit que c'était un hydravion. Tu sais, en 1928, il n'y a pas beaucoup de pistes d'atterrissage. Et puis, quand on traverse l'Atlantique, on sait qu'on va survoler beaucoup d'eau. L'avion est tout près maintenant. Il vole très bas. Une foule énorme s'est rassemblée dans le port pour regarder. L'avion descend encore. Ça y est, il va amérir juste devant le port. Encore quelques mètres, la mer est un peu agitée. Ça va secouer. Bravo! Amérissage réussi! 20h40 après le décollage de Terre-Neuve au Canada. L'Atlantique a été officiellement traversé par une femme! Ça y est, ils ouvrent la porte de la cabine. Amelia sort et agite le bras. 2 autres aviateurs se tiennent derrière elle et saluent la foule eux aussi. Un petit canot arrive du port pour les chercher. Allez, viens, descendons voir ça de plus près. Eh bien, moi qui trouvais qu'il n'y avait pas assez de monde, je suis servie. Quelle bousculade! Ça pousse, ça crie. Tout le monde veut s'approcher.
Pourquoi il l'appelle Miss Lindy? Lindy, c'est le surnom de Charles Lindbergh. Il trouve qu'elle lui ressemble. Ah oui, le premier pilote à avoir traversé l'océan Atlantique. Le premier à avoir traversé en solitaire de New York à Paris, oui, il y a 1 an, en 1927. Mais l'Atlantique avait déjà été traversé depuis longtemps, en 1919 par les Britanniques John Alcock et Arthur Whitten Brown. Moi, ça me plairait pas qu'on m'appelle Miss Lindy. On n'a qu'à l'appeler lui, Miss Amelia. T'as raison, d'autant plus qu'elle est beaucoup plus fortiche que lui. Attendez, Madame Granny. Nous avons eu du brouillard Écoutez, tout le long du chemin. elle répond à un journaliste. Et il y a eu beaucoup de pluie aussi. La plupart du temps, on volait presque à l'aveugle. Nous n'avions aucune idée de l'endroit où nous étions, car nous n'avons pas vu l'Irlande. C'était comme si nous étions seuls au monde. Nous avons atterri ici, dans le sud du pays de Galles, parce que nous étions à court de carburant. C'est sidérant de penser qu'il y a 40 heures, j'étais en Amérique, et maintenant je suis ici, au pays de Galles. Elle est vraiment trop classe avec son blouson de cuir tout usé, son chapeau d'aviatrice en cuir, ses lunettes relevées sur le front et ses cheveux courts. Elle dévisage le journaliste avec ses beaux yeux très clairs. Le journaliste... Le journaliste? Papy Charlie! Chut, chut, voyons, ce n'est pas Papy Charlie. Oh, mais oui, bien sûr, je suis bête, ça peut pas être lui. Pourtant, il lui ressemble drôlement. Évidemment qu'il lui ressemble, c'est son grand-père. C'est le grand-père de mon grand-père qui a interviewé Amelia Earhart juste après sa traversée de l'Atlantique. Eh oui, il en a gardé un souvenir inoubliable et en a parlé à son fils, qui en a parlé à son fils Charlie, qui en a parlé à sa fille, ta mère. Et c'est pour ça que tu t'appelles Amelia. Oh, waouh! C'est le plus beau jour de ma vie. On est dans le canot avec Amelia Earhart et elle va nous faire visiter l'avion. Le jour commence à tomber. La mer est tout à fait calme. Tout est magnifique. Bienvenue à bord du Friendship. Allez, grimpez. Tenez-moi votre main, Madame Granny. Je vous aide. Oh, ish. Et voilà. Oh là là, tous les boutons, tous les cadrans. C'est ce qui se fait de mieux. C'est un avion qui vient des Pays-Bas. Un Fokker F7 3M modifié en hydravion au début de l'année. Structure métallique, voilure et carlingue en contreplaqué de bois, 3 moteurs, 180 km/h en vitesse de croisière, 15 mètres de long et 22 mètres d'envergure. Pourtant, la cabine n'est pas bien grande. À peine plus haute que moi et je peux presque toucher les bords si j'écarte les bras. Tu sais, on a enlevé les sièges des passagers pour être plus léger. Mais normalement, cet avion peut transporter 8 passagers et 2 pilotes. Serré comme des sardines alors. Assez serré, tu as raison. C'était comment là-haut? C'était calme et silencieux, très impressionnant toutes ces heures à travers les nuages épais. Et le brouillard, comme si nous étions seuls au monde. Amelia s'interrompt pour répondre à la radio de bord. J'écoute. Elle met le casque sur ses Oui. oreilles. Ah bon? D'accord, j'arrive. J'en profite pour regarder le cockpit. 2 sièges, 2 volants, des leviers, des cadrans. Pour la vitesse, pour l'altitude, j'imagine. J'ai reçu un télégramme à terre. Il faut que j'aille répondre. Des félicitations, sans doute. Si on veut. C'est une demande en mariage qui m'a été envoyée d'Amérique par George Palmer Putnam. Oh, bravo! Félicitations! Vous allez accepter? Amélia, voyons. Oh, pas de problème, la question ne me gêne pas. Je peux même te dire, petite Amélia, exactement ce que je vais répondre à Monsieur Putnam. Cher Georges, à vos yeux, je pourrais être aussi bien un sac de pommes de terre. J'ai donc le regret de décliner votre demande en mariage. Ça perd les pirouettes! Comme vous dites, Madame Granny. Pour une réponse, c'est une réponse. Même s'il va quand même falloir qu'on m'explique qui est ce Monsieur Putnam et pourquoi il vous prend pour un sac de pommes de terre, Miss Amelia. Les voyages d'Amelia, au cœur de l'histoire, est un podcast produit par Europe 1 Studio, en collaboration avec Bloom, la radio des enfants. À tout de suite pour la suite! Bienvenue dans les voyages d'Amelia, au cœur de l'histoire. Épisode 10, à bord de l'avion d'Amelia Earhart, la suite. Miss Amelia nous a donné la permission de l'attendre dans son hydravion. Elle reviendra nous chercher quand elle aura fini d'envoyer sa réponse par télégramme à Monsieur Putnam. C'est quoi cette histoire de patate avec Monsieur Putnam? George Putnam est un éditeur de livres américain. Il a gagné vraiment beaucoup d'argent en publiant le récit de Charles Lindbergh après sa traversée de l'Atlantique. Oh
Alors il s'est dit qu'il pourrait recommencer en publiant le livre de la première femme qui traverserait l'océan. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Rien de mal, au contraire. Sauf que l'aviatrice qui devait le faire s'est dégonflée au dernier moment. Alors il a demandé à Amelia Earhart de la remplacer à la dernière minute. Mais comme elle ne connaissait pas l'avion, c'est pas elle qui a piloté. Ce sont les 2 hommes qui l'accompagnent et... Elle a été transportée comme un sac de patates. N'exagérons rien, elle a tenu le journal de bord. Mais si ça lui plaisait pas, elle avait qu'à pas le faire. Ça lui plaît pas d'être un sac de patates, mais elle le fait parce qu'elle sait que cette traversée va faire parler d'elle dans les journaux du monde entier et que cette célébrité va l'aider pour ses prochaines aventures d'aviatrice. Et le pauvre monsieur Putnam dans tout ça? Je crois qu'il est assez amoureux d'elle. Elle aussi d'ailleurs. Ils vont se marier, mais seulement dans 3 ans. D'ici là, elle va refuser 5 fois de l'épouser. Et juste après leur mariage, en 1932, elle prendra sa revanche et sera la première aviatrice à traverser l'Atlantique, en solo cette fois. C'est un exploit énorme. Et comme si ça ne suffisait pas, elle va le faire 2 fois la même année. Oh, elle est sacrément têtue. Ah ouais, elle ne change jamais d'idée. Et elle va toujours jusqu'au bout. Si tu veux mon avis, c'est une héroïne. Elle a toujours voulu voler. À 7 ans, elle a construit un tremplin qui partait du toit de la remise à outils. Après avoir plané quelques mètres, le chariot s'est cassé. Amelia a déchiré sa robe, s'est fendu la lèvre et s'est exclamée « Oh, c'est comme voler, j'adore ça !» Elle est montée pour la première fois dans un aéroplane en 1920, dans une foire. En revenant sur la terre ferme, elle répétait « Je dois voler !» Elle a économisé pendant des mois pour se payer des leçons de pilotage. Elle a économisé encore pendant des mois pour acheter un Kinner Airster d'occasion, le même que celui de son baptême de l'air. Elle a acheté son propre avion? Oui, c'était un biplan. Tu sais, avec une grande aile au-dessus et une grande aile en dessous. Tout en bois. Le sien était jaune vif et elle l'avait surnommé Canary. Et en 1922, alors qu'elle n'avait que 25 ans, elle a battu le record féminin d'altitude avec son vieux coucou. Waouh! Toujours plus haut, toujours plus loin. Dans les prochaines années, elle va traverser les États-Unis, aller jusqu'à Mexico et Hawaï sans escale. Elle va pulvériser le record d'altitude en autogire. C'est quoi un autogire? C'est un mini-hélicoptère. Tu veux bien fermer la porte avant qu'une vague inonde la cabine? Et après tout ça, il lui restera plus grand-chose à conquérir. Mais si, voyons, le plus grand de tous les voyages. Oh, le tour du monde, bien sûr. Toujours plus loin, toujours plus haut. Pour son tour du monde, elle fera spécialement construire un Lockheed Model 10 Electra. Un avion un peu plus petit que celui dans lequel nous sommes, mais avec un fuselage tout en métal et aménagé pour emporter énormément de carburant. Un avion plus rapide qui pourra atteindre 300 km/h. Elle décollera de Miami, en Floride, le 1er juin 1937, accompagnée par un navigateur qui l'aidera à suivre le. J'imagine Miss Amelia qui s'envole pour son tour du monde. Elle décolle de Miami et quitte les États-Unis, direction le sud pour son plus grand voyage. Très vite, elle survole Cuba, le Venezuela, le Brésil. Puis elle s'engage vers l'est et traverse l'océan Atlantique d'une traite pour rejoindre l'Afrique. Elle survole le continent de part en part, puis la péninsule arabique avant de rejoindre l'Inde. Elle continue au sud-est, survole l'Indochine et s'arrête en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dernière étape avant d'attaquer l'océan Pacifique. Elle a parcouru 35 000 km. Il lui en reste 11 000 pour terminer son voyage. Le 2 juillet 1937, elle redécolle en direction de Hollande, une île minuscule perdue au milieu de l'océan Pacifique sur laquelle elle doit faire une dernière escale pour faire le plein d'essence. Sur ce petit îlot, perdu au milieu de nulle part, une équipe de ravitaillement attend Miss Amelia. Elle devrait arriver d'une minute à l'autre. Tout à coup, leur radio grésille et on entend « Nous devrions être au-dessus de vous, mais ne nous vous voyons pas. Le carburant commence à baisser. » Tout le monde retient son souffle. Amelia et son navigateur n'arrivent pas à trouver l'îlot où ils doivent faire escale. Nous ne vous trouvons toujours pas. Nous vous cherchons vers le nord et vers le sud. Tout le monde attend. Tout le monde espère, tout le monde ignore où est l'avion. Personne n'entend le moindre son de moteur, même lointain. Personne ne peut les aider. Visiblement, la radio d'Amelia peut envoyer des messages, mais pas en recevoir. Nous n'avons plus de carburant. Fin des communications. Le président des États-Unis a envoyé des dizaines de navires et une 50aine d'avions à leur recherche.
Ils n'ont jamais retrouvé aucune épave ni aucune trace. Personne ne sait ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui vous arrive? On dirait que vous avez vu un fantôme. Je viens juste vous chercher, comme prévu. Et alors là, je me contrôle plus. Et je saute dans les bras de l'aviatrice pour lui faire un très gros câlin. Oh, Miss Amelia, vous êtes mon héroïne! Oh merci, ça me touche infiniment. Allez, je vous ramène au port. Quelle idée d'avoir laissé l'ascenseur temporel en haut de la colline! Ah, arrêtez de ronchonner, Madame Granny. Rappelez-vous comme vous trouviez la vue si belle ce matin. C'est vrai, c'est vrai. Mais il est tard maintenant et cette journée a été très... Intense, émouvante. C'est ça, les deux. Intense et émouvante. Comme Miss Amelia. Les voyages d'Amélia au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio en collaboration avec Bloom, la radio des enfants. Camille Aguilar joue le rôle d'Amélia. Et Nathalie Holmes, celui de Granny. Merci à Laurence Ferrari et Patrick Mancini d'avoir prêté leur voix. À bientôt! Traverser la mer et les océans a été le grand défi des premières années de l'aviation. Les aventuriers des airs ont commencé par la Manche, entre la France et l'Angleterre. Le premier à l'avoir fait était Louis Blériot, un Français, en 1909. 3 ans plus tard, un autre Français, Roland Garros, traversait la mer Méditerranée. À l'époque, l'océan Atlantique leur semblait un obstacle impossible à franchir.